Bientôt une force arabe conjointe pour lutter contre les groupes djihadistes. Le sujet est au cœur de travaux entre chefs d'état-major au Maroc. Publication du rapport d'audit financier à Petrobras. La compagnie a connu le plus important scandale de corruption du Brésil. Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Somalie a bien l'intention d'y prendre part. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'opposition guinéenne appelait jeudi à manifester dans tout le pays contre le calendrier électoral de la discorde pour lequel le président Alpha Condé a de nouveau exclu toute possibilité de modification. Après une journée et ville morte à Conakry au début du mois, puis des manifestations non autorisées la semaine dernière et en début de semaine dans la capitale, l'opposition tente d'étendre sa contestation à l'ensemble du territoire. À Paris, le chef de l'État, élu en 2010, a réaffirmé que la présidentielle se tiendrait en octobre à l'échéance fixée par la Commission électorale nationale indépendante, excluant donc implicitement l'organisation du scrutin local auparavant, comme le demande l'opposition. La police et des soldats ont procédé à une descente dans un foyer de travailleurs dans un township de Johannesburg dans la nuit de mercredi à jeudi. Le gouvernement sud-africain, il faut le dire, a décidé mardi d'avoir recours à l'armée suite à une vague de violence anti-immigrants qui a fait au moins 7 morts en avril dans le pays. L'armée sud-africaine est intervenue pour la première fois dans la nuit du mardi à mercredi pour lutter contre les récentes violences xénophobes qui ont fait 7 morts lors d'une opération menée avec la police sur un point chaud de Johannesburg. Alors que les militaires encerclaient la zone, des policiers ont lancé le raid contre un foyer de travailleurs sud-africains, théâtre d'incidents 4 nuits auparavant. Tandis qu'un hélicoptère survolait la zone, la police a perquisitionné un à un les étages du foyer. L'engagement de l'armée et cette démonstration de force nocturne surviennent alors que le calme est revenu depuis quelques jours. Mais il s'agit aussi d'une opération pour démontrer aux Sud-Africains et au monde entier que le pouvoir ne reste pas passif. Le gouvernement sud-africain a été abondamment accusé de n'avoir pas pris au sérieux ces violences pendant plusieurs jours, fin mars et début avril, pour ne réagir finalement que lorsque la société civile et la communauté internationale, notamment des pays d'Afrique, se sont émus. La violence xénophobe est pourtant un phénomène endémique dans les townships sud-africains et des émeutes anti-étrangers avaient déjà fait 62 morts en 2008, ternissant durablement la réputation du pays de Nelson Mandela. Le président Jacob Zuma devait engager mercredi et jeudi un dialogue avec les parties prenantes sur les questions d'immigration en Afrique du Sud, dont les mines recrutent des travailleurs étrangers depuis plus de 100 ans. Le chef de l'État a également prévu de rencontrer les représentants des réfugiés et demandeurs d'asile, tandis que de multiples associations appellent à une manifestation à Johannesburg pour dire non à la xénophobie. Plusieurs centaines de proches des 116 victimes du crash de l'avion d'Air Algérie en juillet au Mali ont assisté mercredi à Ouagadougou à la pose de la première pierre d'une stèle en hommage aux disparus de la catastrophe. Cette stèle est un symbole de la pérennisation de la mémoire des disparus. Les présidents des 3 associations de victimes et plusieurs officiels ont cimenté dans le silence un parpaing sur un rond-point en herbe situé à proximité de l'aéroport de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le secrétaire d'État français chargé des transports, Alain Vidali, et le président directeur général d'Air Algérie, Mohamed Salah Boultif, étaient présents à cet événement très sobre, tout comme des représentants du gouvernement burkinabé. Cette stèle, c'est à la fois, je l'ai dit, la stèle de la mémoire de cette tragédie pour les familles des victimes d'abord, mais j'ai dit c'est votre tragédie, c'est notre tragédie, parce que une tragédie, un drame de cette ampleur, ça impacte tout le monde. C'est la mémoire, mais c'est aussi la conscience. C'est ce que j'ai dit, la conscience que un accident de cette nature, un drame, ça n'est jamais acceptable. Il y a la révolte, mais au-delà de la révolte, il y a les décisions à prendre.
Une cérémonie œcuménique s'est ensuite tenue dans un centre culturel de la capitale dans lequel de nombreuses bougies avaient été allumées. Des sanglots ont émaillé la lecture des noms des 116 disparus. Comment décrire l'inexplicable? Comment décrire la violence, le désarroi et aussi la profonde mutilation qu'engendre cette absence? Aucun mot ne semble assez fort pour expliquer ce que nous ressentons, ce que nous vivons dans nos chairs depuis cette date. La solidarité, la compassion et la détermination sont ce qu'il nous reste pour connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Le vol AH-5017 qui devait relier Ouagadougou à Alger s'est écrasé le 24 juillet 2014 dans le nord du Mali, 32 minutes après son décollage près de la ville de Gossi à environ 150 km de Gao dans une zone instable du Mali. 54 Français et 23 Burkinabés sont morts dans la catastrophe. Les autres victimes venaient du Liban, d'Algérie, d'Espagne, du Canada, d'Allemagne et du Luxembourg. Les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe ont entamé mercredi au Caire leurs travaux destinés à mettre sur pied une force arabe conjointe pour combattre notamment les groupes djihadistes et en particulier l'État islamique. Cette force conjointe aura plusieurs autres missions dès sa mise en place. Mettre en place une force capable de contrer le terrorisme et protéger la sécurité de la région arabe. Tel est l'objectif des pays du Golfe ces derniers jours. Au Caire, les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe ont entamé leurs travaux destinés à mettre sur pied cette force arabe conjointe pour combattre notamment les groupes djihadistes, en particulier l'État islamique. Beaucoup de pays frères ont souffert de crises qui ont affecté leur unité et parfois leur existence d'une manière qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Ainsi, nous ne devons pas hésiter à soutenir efficacement et aider nos frères de ces pays pour leur redonner leurs terres et leur souveraineté en battant le terrorisme. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, avait signifié à plusieurs reprises que l'un des objectifs majeurs était de combattre l'État islamique qui est actif en Irak, en Syrie, mais aussi dans le Sinaï égyptien et en Libye. Les chefs d'État avaient assuré que la force serait aussi mise en place pour intervenir dans des conflits au Moyen-Orient et en cas de besoin. Le devoir le plus important de la force conjointe est une force à plusieurs fonctions, qui puisse remplir sa tâche d'un déploiement rapide contre le terrorisme, aider au maintien de la paix et sécuriser une aide humanitaire et apporter la sécurité aux civils. La commission rassemblant les chefs d'état-major des pays membres s'est réunie au Caire, au siège de la Ligue. Cette rencontre a pour objectif de faire des propositions aux chefs d'État arabes sur la composition, les règles d'engagement et le budget de la future force selon la Ligue. Ces recommandations devront d'abord être entérinées dans les 3 mois par le Conseil de défense de la Ligue qui regroupe les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Petrobras, géant pétrolier étatique, a enregistré le plus vaste scandale de corruption de l'histoire du Brésil. Un fait qui a coûté plus de 2 milliards de dollars à la structure qui, dans un effort pour retrouver la confiance perdue, a divulgué mercredi soir ses résultats financiers de 2014. L'impressionnant système de corruption en marche au sein de la compagnie depuis au moins 2004 a causé comme préjudice le tiers de l'énorme perte enregistrée. En raison de ce scandale de taille à ramifications politiques, Petrobras avait du mal depuis novembre à rendre public un bilan validé par son auditeur externe, PricewaterhouseCoopers. Conséquence, la chute vertigineuse de ses actions en bourse. À partir de maintenant, Petrobras garantit à nouveau la normalité de ses relations avec ses investisseurs, actionnaires et créanciers au Brésil et à l'étranger. Nous aidons et corrigeons les erreurs commises au niveau des ressources de l'entreprise pour faire face au marché avec la transparence qu'il exige et qu'il mérite de recevoir. Le calcul des pertes de patrimoine causées par la corruption a conduit la compagnie à estimer un surcoût de 3% sur des contrats passés avec 27 entreprises sous-traitantes regroupées au sein d'un cartel illicite. En échange de contrats, cette dernière, qui se partageait les marchés Petrobras,
payait des pots de vin à d'anciens directeurs de la compagnie. Selon l'enquête qui bat son plein, les commissions étaient en partie reversées à des personnalités politiques de la coalition de centre-gauche. Sim, a gente está com sentimento. Oui, on ressent le sentiment de honte pour tout ce que nous avons éprouvé, pour tous les méfaits qu'il y a eu. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas une idée claire de ce qui s'est passé. Et si c'était de l'extérieur pour l'intérieur ou de l'intérieur pour l'extérieur. Les autorités vont le démontrer avec plus de clarté. Notons que ce scandale fait trembler le gouvernement de la présidente de gauche, Dilma Rousseff, réélue de justesse en novembre. Il a suscité des manifestations de Brésiliens réclamant sa destitution, une option également évoquée par certains partis d'opposition. Et une note de sport dans cette édition. La Fédération somalienne de football a exprimé son intention de prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2019. Et pourtant, la Somalie est confrontée à des problèmes de divers ordres, notamment sécuritaires et infrastructurels. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 suscite déjà de l'engouement dans le rang de ses potentiels participants. En effet, la Somalie, par le biais de sa fédération de football, a annoncé qu'elle participera à la compétition, et ce, malgré la quasi-inexistence d'infrastructures et l'insécurité qui règne dans le pays. La raison pour laquelle je dis que nous allons participer, c'est parce que la sécurité s'améliore grâce à Dieu. Et par ailleurs, les constructions et les réparations avancent dans les stades, comme dans le stade de Banadir ou celui de Jamadaha, qui est en construction avant la CAN. On espère avoir 3 stades d'ici là, et c'est pour ça que nous nous engageons à y participer. Le stade de Mogadiscio est notre stade national. C'est le plus grand et le plus important, en effet. Fin 2012, nous avons publié un communiqué de presse après avoir rencontré des officiels de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, qui ont une base là-bas. Nous leur avons dit que le stade n'est pas une base militaire et nous leur avons demandé de respecter notre sport et de repartir. Rappelons que l'équipe somalienne a disparu de la scène continentale depuis 1974. Régulièrement forfait au moment de s'aligner pour les tours préliminaires de la compétition, le pays est déterminé à faire son retour sur la scène du football africain. En attendant 2019, l'équipe somalienne dispose de 3 années pour préparer le début des éliminatoires de la CAN. Ce sera tout pour cette séquence d'informations. Merci de l'avoir suivi.